Pendant près de 2 décennies, il a incarné un visage familier du paysage audiovisuel français. Dans Navarro, série culte diffusée sur TF1 de 1989 à 2007, Jacques Martial interprétait le rôle du lieutenant Bain-Marie, bras droit du commissaire Navarro, incarné par Roger Hanin. Ce surnom décalé, teinté d'humour, cachait un personnage à la fois loyal, droit, méthodique et terriblement humain. Pour des millions de téléspectateurs, il était bien plus qu'un simple flic de série. Il était un repère. Chaque épisode faisait revenir ce visage rassurant, cette voix posée, ce regard calme mais ferme. Bain-Marie n'était pas le héros flamboyant, mais celui que l'on aurait voulu avoir comme collègue ou ami. Fiable, discret, profondément bon, mais derrière ce personnage emblématique se cachait un acteur aux multiples facettes. Jacques Martial n'était pas qu'un second rôle fidèle à l'écran. Il était un artiste complet, un homme de théâtre, un doubleur de génie, un militant de la culture et plus tard, un acteur engagé de la vie politique parisienne. Né en 1955, dans une France encore bien frileuse à la diversité dans les médias, il a su, par son talent et sa ténacité, imposer une présence à la fois forte et apaisante. Il n'a jamais crié plus fort que les autres, il n'a jamais cherché les rôles tape à l'œil. Mais il était là, constant, juste, subtil. C'est en 1981 que Jacques Martial débute véritablement sa carrière à l'écran dans le film Le Maître d'école de Claude Berry, où il donne la réplique à Coluche et Josiane Balasco. Une comédie sociale dans laquelle il se fait remarquer par sa sobriété et sa sincérité. Déjà à cette époque, il se distingue par son refus du surjeu, par cette manière d'incarner des personnages proches du réel, ancrés dans la vie et non dans les clichés. Ce rôle marque le début d'un parcours discret mais constant, loin des coups d'éclat mais proche du cœur du public. Lorsque Navarro débute à la fin des années 90, Jacques Martial trouve enfin un rôle à la mesure de son talent. Bain-Marie devient rapidement l'un des piliers de la série. Ce lieutenant loyal, toujours à l'écoute, souvent dans l'ombre de Navarro, mais indispensable à l'équilibre de l'équipe, finit par s'imposer comme un personnage culte. Pour de nombreux téléspectateurs, il incarne une forme de rectitude morale et de bienveillance. Il est celui qui tempère, celui qui observe, celui qui agit avec justesse. À une époque où la télévision française commençait à peine à refléter la diversité de la société, la présence de Jacques Martial dans un rôle aussi exposé constituait déjà une avancée majeure. Mais l'acteur n'a jamais voulu être réduit à ce seul rôle. Il en comprenait la portée populaire, la puissance symbolique, mais il aspirait à bien plus. Il voyait dans chaque rôle une opportunité de dire quelque chose sur le monde, de transmettre des émotions vraies. Il portait en lui une éthique de l'interprétation, une rigueur héritée du théâtre, une volonté de donner du sens, toujours, même dans les scénarios les plus légers. Et pourtant, malgré sa notoriété grandissante grâce à Navarro, Jacques Martial resta un homme discret, presque secret. Peu présent dans les médias, peu enclin aux interviews superficielles, il protégeait farouchement sa vie privée. Ce silence apparent n'était pas un désintérêt pour le monde, mais plutôt une forme de pudeur, une volonté de laisser son œuvre parler pour lui. Il était de ces artistes pour qui la parole n'est utile que si elle éclaire, jamais si elle obscurcit. Le personnage de Bain-Marie aura été pour lui à la fois une vitrine et un carcan. Vitrine, parce qu'il a offert à Jacques Martial une visibilité nationale sans précédent. Carcan, car ce rôle fut si emblématique qu'il en a presque occulté les autres facettes de son immense talent. Mais l'acteur ne s'en plaignait pas. Il savait que le public avait besoin d'identification, de repères, et il acceptait d'être ce repère-là. Il le faisait avec dignité, avec une constance admirable, épisode après épisode. À mesure que les années passaient, Navarro devenait une institution et Bain-Marie un monument discret de la télévision française. Alors que les autres comédiens défilaient, qu'on changeait les intrigues, que les modes passaient, Jacques Martial restait. Il était la mémoire vivante de la série, un pilier. Et lorsque, en 2007, il décida de quitter le feuilleton, ce fut sans fracas, sans drame. Une sortie à son image, sobre, digne, silencieuse. Son départ ne signifiait pas la fin d'un parcours, mais le début d'un autre. Car Jacques Martial n'était pas un homme de routine. Il avait toujours eu plusieurs vies en parallèle, et c'est précisément ce que les chapitres suivants permettront de découvrir. Derrière Bain-Marie se trouvait un homme engagé, un passeur de voix, un militant de la mémoire et un bâtisseur d'avenir. On dit parfois que certaines voix habitent une époque, qu'elles accompagnent les générations sans que celle-ci en ait toujours conscience. La voix de Jacques Martial est de celle-là. Si son visage fut rendu populaire par la télévision, c'est dans l'ombre feutrée des studios de doublage qu'il a marqué de manière tout aussi puissante la mémoire collective des spectateurs français. Car Jacques Martial, c'était aussi, et peut-être surtout, une voix. Grave, posée, enveloppante, sa voix possédait cette capacité rare de traverser les émotions les plus complexes sans jamais forcer le trait. Une justesse absolue, un sens du rythme, une diction limpide, mais surtout une capacité instinctive à faire vivre un personnage.
En prêtant sa voix à certaines des plus grandes stars du cinéma américain, Jacques Martial a accompagné les spectateurs français dans leurs émotions les plus intenses, souvent sans qu'ils ne sachent qu'il en était le véritable artisan. Samuel L. Jackson, Denzel Washington, Wesley Snipes, Ving Rhames, autant de géants du 7e art que Martial a traduit, incarnés, sublimés pour le public francophone. Et il ne s'agissait pas là d'un simple exercice technique. Chaque mot prononcé, chaque souffle calé sur le mouvement des lèvres, chaque inflexion traduisait un engagement total envers le rôle. Dans Pulp Fiction, sa voix conférait à Jules Winfield cette dimension biblique, solennelle, presque prophétique. Dans Training Day, elle soulignait le cynisme glacé de l'inspecteur Alonzo. Dans Blade, elle faisait vibrer la tension contenue de Wesley Snipes. Martial n'imitait pas, il interprétait. Le doublage est un art méconnu, souvent sous-estimé. Mais pour Jacques Martial, il représentait une forme d'excellence. Il ne se contentait pas de dire un texte. Il écoutait, ressentait, s'imprégnait de la version originale, puis l'adaptait avec une fidélité émotionnelle qui forçait le respect de ses pairs. Il possédait cette capacité unique à rendre une performance crédible, authentique, parfois même plus puissante que l'original pour un spectateur français. En devenant la voix officielle de plusieurs grandes figures afro-américaines du cinéma, il ouvrait également un espace de reconnaissance, de représentativité, dans un univers trop longtemps dominé par une uniformité vocale blanche. Il n'était pas rare que le public, sans connaître son nom, reconnaisse immédiatement sa voix. Cette familiarité, presque affective, révélait l'impact silencieux mais profond de son travail. Mais Jacques Martial n'était pas qu'une voix de cinéma. Il avait également prêté son timbre à des documentaires, des reportages, des émissions, des œuvres engagées. Il comprenait que sa voix était un outil, un instrument de transmission, un canal d'émotion, un véhicule de mémoire. Il en usait avec la même rigueur qu'un violoniste avec son archet, toujours au service du texte, jamais de l'ego. Il faut aussi souligner à quel point ce métier de l'ombre convenait à sa personnalité. Homme discret, peu friand des tapis rouges, Martial trouvait dans le doublage un espace de liberté et de perfectionnisme rare. Loin du tumulte des plateaux et des flashs des photographes, il pouvait se consacrer à l'essentiel, l'authenticité de l'interprétation. Le studio devenait pour lui un lieu presque sacré, un laboratoire d'alchimiste, où la magie opérait entre deux prises, entre deux respirations. À travers son travail, il a aussi inspiré une nouvelle génération de comédiens de doublage. Il formait, conseillait, transmettait. Il refusait la médiocrité, exigeait l'excellence, mais toujours avec bienveillance. Il savait que derrière chaque voix, il y avait une responsabilité. On ne prête pas sa voix à un personnage sans lui accorder un peu de soi. Cette idée-là, Jacques Martial en avait fait une règle. Sa voix était également un acte politique. Dans une France qui peine encore à donner une place équitable aux artistes issus de la diversité, être la voix française officielle de figures afro-américaines puissantes était un symbole fort. Il assumait cette fonction sans militantisme tapageur mais avec une conscience aiguë de ce qu'elle représentait. Il était un pont entre les cultures, une passerelle entre les continents, un messager de récit venu d'ailleurs me traduit pour ici. Aujourd'hui, il suffit de revoir un film comme Malcolm X, Jackie Brown ou Man on Fire en version française pour entendre la trace vivante de Jacques Martial. Son empreinte y est palpable, indélébile. Il a accompagné des générations entières dans leurs émotions de cinéma, il a incarné sans apparaître, il a dit sans s'imposer. Et c'est là toute la grandeur de son art. En 2007, alors que beaucoup s'attendaient à ce que Jacques Martial poursuive tranquillement sa carrière télévisuelle, après 18 années passées dans Navarro, l'acteur surprend tout le monde. Il quitte la série culte, non pas pour prendre du repos ou chercher de nouveaux rôles, mais pour s'engager pleinement dans une nouvelle voie, celle de la gestion culturelle et de la politique. Ce tournant, à la fois audacieux et cohérent avec sa personnalité, révèle une autre dimension de l'homme, souvent méconnue du grand public. C'est d'abord à la tête de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette qu'il s'investit, prenant en main l'un des hauts lieux de la culture parisienne. De 2007 à 2015, il y développe des projets ambitieux mêlant art, éducation, diversité et accès à la culture. Dans ce rôle, il ne se contente pas de superviser les lieux, il impulse une vision. Il souhaite que la Villette ne soit pas uniquement un centre d'excellence, mais aussi un espace de rencontre entre les cultures, les générations et les territoires. Il y défend l'idée d'une culture vivante, ouverte, accessible, loin du cloisonnement élitiste. Ce n'est pas un hasard si, une fois son mandat terminé, il est nommé à la tête du Memorial Act Gyan en Guadeloupe en 2015. Ce centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage est une institution à la fois symbolique et politique. En acceptant cette fonction, Jacques Martial s'impose comme un homme de mémoire. Lui, le fils de la République, prend à bras-le-corps l'histoire coloniale, les blessures héritées, la reconnaissance nécessaire.
Il porte un regard lucide sur le passé, sans esprit de revanche mais avec exigence de justice. Durant cette période, il multiplie les interventions publiques, les échanges institutionnels, les projets éducatifs. Il n'est pas un président de façade mais un bâtisseur, soucieux de faire vivre la mémoire par l'art et la pédagogie. Son action est saluée, même si parfois méconnue du grand public. Car une fois encore, Jacques Martial œuvre sans tapage. Fidèle à son tempérament, il avance avec méthode, conviction et humilité. En juillet 2020, il franchit une nouvelle étape. Il est élu conseiller de Paris sur la liste de la maire sortante, Anne Hidalgo. Il est chargé des Outre-mer, une délégation qui lui tient à cœur, lui qui connaît les réalités complexes de ces territoires, souvent mal compris depuis Paris. En novembre 2022, il est nommé adjoint à la maire de Paris, preuve de la confiance que lui accorde l'exécutif municipal. À ce poste, il œuvre pour renforcer les liens entre la capitale et les territoires ultramarins, valoriser leur culture, défendre leurs intérêts et lutter contre les inégalités persistantes. Ce nouvel engagement politique n'est pas un virage opportuniste. Il s'inscrit dans une continuité logique. Depuis toujours, Jacques Martial défendait une vision de la société fondée sur la reconnaissance, le respect, la transmission. Il avait conscience des fractures sociales, territoriales, identitaires. Il savait que l'art, la mémoire et la politique peuvent et doivent dialoguer. En entrant dans la vie politique active, il ne reniait pas sa carrière d'artiste. Il la prolongeait autrement, au service du collectif. Dans l'arène politique, il n'était ni un tribun flamboyant, ni un calculateur. Il était à l'écoute. Il consultait, étudiait, argumentait. Sa parole portait, non par sa force, mais par sa cohérence. Ceux qui ont travaillé à ses côtés s'accordent à dire qu'il savait créer du consensus, désamorcer les tensions, construire des ponts entre des mondes souvent cloisonnés. Il était respecté pour son intégrité, admiré pour sa culture, aimé pour sa bienveillance. Cette capacité rare à conjuguer les rôles, acteur, président d'établissements culturels, élu sans jamais trahir ses convictions, fait de Jacques Martial une figure à part dans le paysage français. Il refusait les étiquettes et les postures, les cases, il préférait le terrain, les actions concrètes, le temps long. Il savait que l'essentiel se bâtit dans la durée, loin des effets d'annonce. Jusqu'aux derniers mois de sa vie, affaibli par la maladie, il continuait à suivre ses dossiers, à intervenir quand il le pouvait, à représenter les voix de ceux que l'on entend trop peu. Il incarnait une certaine idée de la République, inclusive, cultivée, sobre et engagée. Il n'a jamais cherché la lumière, mais celle-ci finissait toujours par le rattraper. Son départ laisse un vide à la mairie de Paris, mais aussi dans les cercles militants ultramarins, dans les institutions culturelles et chez tous ceux qui voyaient en lui une figure tutélaire. Jacques Martial n'était pas qu'un ancien acteur devenu élu. Il était un trait d'union entre les mondes, une voix de la mémoire, un visage de l'engagement silencieux. Dans la grande fresque des artistes français issus des diversités, il est rare de croiser deux frères qui, chacun à leur manière, ont marqué leur époque. Jacques Martial n'était pas un cas isolé dans sa famille. Il avait un frère, Jean-Michel Martial, lui aussi acteur, lui aussi militant de la culture, lui aussi profondément engagé dans la valorisation des identités ultramarines. Leur lien fraternel, tissé d'admiration mutuelle, de discrétion partagée et de combats communs, est une pièce essentielle du puzzle humain et artistique qu'a été la vie de Jacques. Né en 1952, Jean-Michel Martial était l'aîné. Il avait précédé Jacques sur les planches et à l'écran, ouvrant une voie encore étroite pour les comédiens noirs dans les années 90. Il avait une stature imposante, une diction impeccable, un jeu intense, souvent habité par les grands textes. Il interprétait avec la même intensité les rôles de tragédie comme les personnages populaires de séries télévisées. Il avait brillé dans Profilage, dans Plan-Cœur, mais aussi sur scène, où il retrouvait ses racines profondes de théâtre. Les deux frères n'avaient de jamais cherché à capitaliser sur leur lien de parenté. Ils évoluaient si souvent dans des sphères différentes, sans jamais se marcher sur les pieds. Pourtant, un fil invisible les unissait. Une forme de fraternité pudique, à la fois affective et intellectuelle. Ils partageaient une même vision du métier d'acteur, le travail, la sincérité, l'exigence. Ils partageaient aussi une même ambition, représenter, sans caricature ni militantisme forcé, les multiples facettes de la France métissée. Leur double présence dans les médias et sur les scènes françaises a contribué, lentement mais sûrement, à ouvrir les regards. Pour une génération de jeunes artistes issus des Outre-mer ou de l'immigration, les Martial incarnèrent la possibilité d'exister dans un système qui les avait trop longtemps tenus à la marge. Et cela sans renier leur identité, sans se travestir, sans céder aux stéréotypes. Ils étaient la preuve vivante que le talent, la persévérance et la dignité pouvaient en faire leur chemin même dans un milieu exigeant, souvent frileux, à l'égard de la diversité. Au-delà de leur carrière d'acteur, les frères Martial étaient aussi des hommes d'engagement.
Jean Michel fut président du CREFOM, Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, structure destinée à faire entendre les voix ultramarines dans les débats nationaux. Jacques, de son côté, avait pris la voie institutionnelle en intégrant la mairie de Paris. Deux parcours parallèles, complémentaires, unis par la même volonté de transmission. Tous deux voyant dans la culture un levier d'émancipation, une arme pacifique contre l'invisibilité, un outil de réparation des mémoires blessées. La disparition de Jean Michel en octobre 2019, à 67 ans, des suites d'un cancer, fut un choc pour le monde artistique. Pour Jacques, ce fut une blessure intime qu'il vécut dans le silence. Peu de confidences, peu d'interviews, fidèle à sa nature discrète, il porta ce deuil avec pudeur. Mais ceux qui l'ont côtoyé à cette période témoignent d'une profonde tristesse. Il venait de perdre bien plus qu'un frère, un complice, un miroir, un repère, et peut-être aussi un prolongement de lui-même. Il est frappant de constater combien les deux frères ont traversé les mêmes tempêtes, les mêmes obstacles, les mêmes silences médiatiques, avec la même élégance. Jamais dans le conflit, toujours dans l'élévation. Leur manière de résister n'était pas dans la revendication bruyante, mais dans l'excellence constante. Ils ont refusé d'être les exceptions qui confirment la règle. Ils ont plutôt travaillé à élargir la règle elle-même, à redéfinir les contours de la norme. Grâce à eux, d'autres visages, d'autres voix, d'autres récits ont pu émerger. Aujourd'hui encore, il est impossible d'évoquer Jacques Martial sans penser à son frère Jean-Michel. Ils étaient de deux piliers d'une même maison, bâtie sur la culture, l'engagement et la mémoire. Leur œuvre conjointe, même si elle ne fut jamais explicitement collaborative, est celle d'une génération qui a dû se battre pour exister, mais qui a su laisser une empreinte indélébile. Il serait juste que leur histoire commune soit enseignée, transmise, célébrée. Non pas comme un récit de réussite individuelle, mais comme un chapitre collectif de l'histoire culturelle française. Les frères Martial n'étaient pas seulement des acteurs. Ils étaient, ensemble, les éclaireurs d'un possible. Le mercredi 13 août 2025, la nouvelle est tombée comme une onde de choc dans le monde de la culture, du doublage, de la politique parisienne et bien au-delà. Jacques Martial est mort. À 69 ans, celui que des millions de Français connaissaient sous les traits de Bain-Marie dans Navarro, celui dont la voix résonnait dans les plus grands films hollywoodiens, celui qui œuvrait depuis des années au service des Outre-mer, venait de tirer sa révérence. Un départ discret, à l'image de l'homme, pas d'annonce tonitruante, pas de drame médiatique, juste une note sobre, émise par la mairie de Paris, et une vague d'émotions contenues mais profondes. Car Jacques Martial, s'il n'était pas une figure omniprésente du paysage médiatique, n'en était pas moins gravé dans la mémoire affective des Français. Son visage, sa voix, ses engagements formaient un tout cohérent, une silhouette rassurante, une personnalité rare. L'annonce de son décès fut d'abord une stupeur. On ne savait pas qu'il luttait contre la maladie. Il avait tenu cela secret, par pudeur, il n'avait pas souhaité mêler son combat personnel à ses fonctions publiques. Il était resté debout, actif, engagé, jusqu'au bout. Malgré la fatigue, malgré la douleur, parmi les premiers à lui rendre hommage figure Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris. C'était un homme et une voix de culture, de cinéma, de théâtre, d'engagement. Il était surtout pour moi un ami dont le départ me laisse une infinie tristesse. Ces mots simples ont immédiatement trouvé écho dans les cœurs. D'autres élus, artistes, journalistes, acteurs du monde ultramarin ont ensuite relayé leurs hommages. Tous évoquèrent la même chose, la noblesse de l'homme, sa discrétion, sa constance, son élégance morale. Et puis, il y a eu les anonymes. Ces spectateurs fidèles de Navarro qui, depuis les années 90, considéraient Jacques Martial comme un membre de leur salon. Ces jeunes cinéphiles qui avaient grandi avec les blockbusters hollywoodiens et qui découvraient que cette voix puissante, grave, rassurante, c'était lui. Ces militants associatifs, ces éducateurs, ces élus de terrain qu'il avait vus à l'œuvre sans projecteur, dans des actions concrètes pour les Outre-mer, pour la jeunesse, pour la mémoire. Tous, d'un même souffle, ont rendu hommage à un homme profondément humain. Sa dernière apparition en tant qu'acteur date de 2020 dans un épisode de Capitaine Marlowe. Une participation modeste mais symbolique, comme une boucle qui se referme. Comme si, après des décennies de service artistique, Jacques Martial avait voulu faire un dernier salut silencieux à la caméra. Depuis, il s'était tourné pleinement vers son engagement politique, sans bruit, sans relâche. Mais comment mesurer l'héritage d'un homme comme Jacques Martial ? Par ses rôles, ils furent nombreux, certes, mais toujours au service d'un collectif. Par sa voix, elle continue de vibrer dans les films, les séries, les documentaires. Par son engagement, il aura marqué des institutions, inspiré des politiques, œuvré pour la reconnaissance. Mais l'héritage le plus fort, le plus vivant, peut-être, est ailleurs. Dans la manière dont il a incarné, jour après jour, une cohérence rare entre ce qu'il était, ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Il n'a jamais cherché la lumière, mais il éclairait. Il n'a jamais crié, mais sa voix portait. Il n'a jamais revendiqué,
mais il représentait. Dans une époque souvent marquée par le vacarme, l'outrance, la mise en scène de soi, Jacques Martial était une forme de contre-modèle salutaire. Il rappelait que l'on pouvait être grand sans hurler, utile sans briller, juste sans bruit. Son décès est aussi un moment de réflexion sur la place accordée aux artistes racisés dans les médias, sur la reconnaissance des voix qui ont bâti notre imaginaire collectif, sur le rôle de la culture dans la mémoire, sur le lien entre art et politique, et sur la manière dont on célèbre ou oublie ceux qui ont tant donné sans jamais demander. Dans les jours qui suivirent son décès, des voix se sont élevées pour proposer qu'un lieu public porte son nom, qu'un prix de doublage lui rende hommage, qu'un théâtre lui consacre une soirée. Mais au fond, Jacques Martial n'aurait sans doute rien souhaité de cela. Ce qu'il aurait voulu, c'est que les engagements continuent, que la parole ultramarine reste portée, que les jeunes comédiens trouvent leur place, que les voix du cinéma soient valorisées, que l'on fasse mémoire non pour commémorer, mais pour agir. Aujourd'hui, Bain-Marie est devenu une figure de mémoire, mais Jacques Martial, lui, reste un homme d'avenir. Il nous laisse une œuvre, une trace, un exemple. Et dans le silence qu'il a choisi pour partir, résonne encore la force de son engagement, la beauté de son parcours et l'intensité de sa voix. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo dédiée à la mémoire de Jacques Martial, un homme dont la voix, le regard et l'engagement ont marqué des générations. Si son parcours vous a ému, inspiré ou simplement touché, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vos messages sont précieux et permettent de faire vivre la mémoire de celles et ceux qui ont compté. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos consacrées aux figures marquantes de la culture, du cinéma et de la vie publique. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouvel hommage ou portrait est mis en ligne. Merci encore pour votre fidélité et votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.